Hello à tous, je suis super heureux de vous retrouver et de vous offrir un nouvel épisode en compagnie de Florian Blanc, cofondateur de Give. Give fait vraiment partie des startups coup de cœur pour moi. Au-delà de la mission et des valeurs qu'ils véhiculent, c'est une superbe équipe que j'ai le plaisir de voir évoluer depuis leur tout début, avant même la première app sur les stores. Dans cet épisode, Florian nous ouvre les portes de Give. On parle de product management, de comment ils fonctionnent au quotidien, de leur évolution, la croissance, passer de 2 fondateurs dans un coworking à une équipe solide de 25 personnes et une communauté de 5 millions d'utilisateurs et plus de 26 millions d'objets donnés. On va découvrir ensemble comment Florian et son associé ont su gérer ces étapes tout en restant fidèles à leur mission. Voilà une partie du programme, comme d'habitude, tout ça parsemé d'anecdotes, de cas concrets et de bonnes pratiques. Je suis certain que cet échange va vous inspirer et vous donner quelques idées. Avant de vous laisser avec notre conversation, je me représente rapidement pour celles et ceux qui écoutent pour la première fois le podcast. Je m'appelle Guillaume Comagnac et j'ai le plaisir d'enregistrer ces différentes conversations grâce à Tracteur. Partenaire technique de premier choix pour les entrepreneurs, nous accompagnons les startups dans le développement de leurs projets, de l'idée jusqu'au lancement et même au-delà. Et devinez avec quelle startup nous avions d'ailleurs eu la chance de travailler au lancement de leur MVP ? Oui, Give, justement, la boucle est bouclée. Allez, c'est parti, place maintenant à notre conversation avec Florian Blanc. Bonne écoute. Je suis avec Florian. Salut Flo. Salut Guillaume. Florian, cofondateur de Give. Je vais pas me lancer dans une énorme présentation parce que je vais te demander de le faire, mais je suis ravi de t'avoir parce que Give déjà c'est une boîte que j'affectionne vraiment particulièrement et en plus dans la mission de Open Startup, il y a l'idée d'aller dans les coulisses des boîtes, d'aller mettre la lumière aussi sur d'autres profils qu'on voit moins. Alors loin de moi l'idée de dire qu'on ne te voit pas du tout, mais c'est vrai que dans le rôle que vous avez, tu vas nous en parler avec l'autre cofondateur qui est Hakim, il est parfois un peu plus en visibilité. Et donc ouais, je suis très content de t'avoir. Écoute, je suis ravi également, plaisir partagé. Je suis très content de faire ce podcast, d'autant qu'on se connaît un petit peu, on s'apprécie, donc écoute, ravi également. Je te disais, je vais te lancer d'abord toi sur la présentation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes rôles et responsabilités au sein de Give ? Ouais, bien sûr. Et même avant de ça, en fait, là je rentre tout de suite dans Give, mais ouais, qui tu es en fait, d'où tu viens Bien sûr, je vais faire une présentation rapide. Donc Florian, cofondateur de Give, effectivement, pour dire deux trois mots de moi. Donc j'ai 40 ans. Je suis originaire du Sud-Est. Je suis né dans le Sud-Est, j'y ai grandi. Aujourd'hui, je suis papa de 3 petites filles. Voilà, j'ai un parcours école de commerce. J'ai fait l'ESSEC à côté de Paris. J'ai bossé ensuite de manière un peu classique dans le conseil et la finance. Enfin voilà, grosso modo, j'ai fait 7-8 ans d'audit, conseil. Je faisais principalement des due diligence financières. Je bossais sur tout type de secteur. Due diligence financière, en fait, ça consiste dans le cadre d'acquisition ou de cession de boîtes à aller un petit peu décortiquer tous les indicateurs financiers de la boîte, essayer de triturer son bilan, essayer de donner une vision un peu claire de la performance et de la situation à la personne qui rachète ou à la personne qui va vendre. Donc c'est assez loin de l'entrepreneuriat, bien sûr, mais quoique j'ai quand même bossé sur pas mal de rachats ou de cessions de start-up. Ouais, ça t'a aidé aussi à y voir clair peut-être sur certains aspects plutôt finance pour la suite. Écoute, c'est surtout que pour moi c'était ultra intéressant parce que c'était vraiment déjà à l'époque c'était vraiment un monde qui m'intéressait fortement, qui me passionnait. Donc j'étais à l'époque, je sais que j'étais ravi quand j'avais ce type de dossier. Voilà. Après, de manière globale, cette première partie de carrière était pour moi hyper enrichissante. J'ai jamais souhaité faire carrière, mais j'ai aucun regret sur ces années-là qui m'ont appris énormément de trucs. Enfin voilà, tu vois le conseil, on dit souvent, mais c'est vrai que ça reste une très bonne école. Le fait de voir plein de boîtes, plein de business models, plein de secteurs différents. En fait, quand tu bosses sur, donc on appelle ça le transaction service. Quand tu bosses dans ce type de service, en plus, c'est assez stimulant parce que tu as des interlocuteurs assez high level. Tu parles au CFO, tu parles au CEO. Tu es un peu en prise avec les problématiques un peu stratégiques de ces boîtes. Donc, franchement, pour moi, c'était hyper cool. C'était assez challengeant parce que c'est un secteur aussi
qui est assez engageant, quoi, tu vois. Ouais. Le rythme J'ai de pas vie, mal trimé sur ces années-là. Et c'est un peu le jeu quand tu vas bosser là-dedans. Mais franchement, ouais, c'était une première partie de carrière assez cool. Et j'étais à Paris à ce moment-là. Ouais. Et donc, voilà. Et puis, donc, deuxième partie de carrière, donc 2016. 2016, on cofonde Give Mhm. avec mon associé Hakim. Ouais. Donc là, c'est vraiment, comment dire, c'est un peu l'aboutissement de choses que moi je portais depuis un certain temps. Enfin, j'étais vraiment passionné par le monde de la tech. À l'époque, tu vois, je lisais TechCrunch, je me souviens de ça date, hein, mais de l'époque, tu vois, où il y a les Twitter, les Facebook qui commençaient à apparaître. Donc entre 2005 et 2010. Enfin voilà, moi c'était Ouais, vraiment des trucs. l'essor aussi de la French Tech, Exactement. Ouais, c'est etc. à ce moment-là, de base, j'ai toujours été geek, mais c'est à ce moment-là que ces trucs-là commencent vraiment à m'intéresser, à me titiller. Et puis, bah, j'ai Hakim 2016, qui est un ami à moi, qui vient me voir et qui me propose le projet. Donc enfin, c'est pas moi qui suis à l'initiative au départ, mais moi Mhm. je le suis dès le départ parce que voilà, on est potes. Et je suis à fond sur le truc et direct, je signe, quoi, parce qu'en plus je sais qu'entre nous deux ça va fonctionner, on se connaît un peu, on sait qu'on est complémentaires, donc banco, rupture conventionnelle classique, et puis je prends mes bagages, je pars de Paris à Bordeaux, et puis on lance le truc 2016, quoi. Justement, on parle de ce moment-là, de ce moment clé, et je te disais que j'avais peut-être une petite question surprise. Je te laisse écouter. Première question, qu'est-ce que tu as vu dans le projet et ou dans notre association en 2016 qui t'a donné confiance au point de te lancer avec moi? Alors ouais, bah très bonne On a question. reconnu enfin tu peux peut-être le dire, mais c'est donc Hakim qui m'a fait le plaisir de te poser cette question finalement, parce que je vous connais bien, mais donc on a préparé certaines thématiques et je me suis quand même dit tiens, ça pourrait être rigolo de demander à Hakim de te poser une question. Voilà, on est en plein dedans là. Tu disais, il te propose et finalement il te dit, mais qu'est-ce qui a vraiment été déclencheur? Parce que on a plein des potes qui nous proposent toujours des projets à droite à gauche, mais au point comme tu disais, de faire la rupture conventionnelle et puis de se lancer à fond. Bah écoute, moi il y a trois facteurs qui vraiment du coup à la fin donnent un alignement de planète qui fait que il y avait aucun doute sur le fait qu'il fallait que j'y aille. Les trois facteurs, c'est donc le premier, c'est le projet. Mhm. Parce que le projet, je le suis dès le départ. À cette époque-là, donc vraiment dans les prémices, Hakim a lancé le truc et on se voit régulièrement. À l'époque, je l'héberge quand il vient à Paris. Donc moi, je suis le truc de très près et je trouve ça génial. Je trouve ça hyper cool. Je trouve que c'est une idée génie qui a un potentiel de malade et voilà. Donc vraiment le projet, je suis dedans et j'adhère à 200%. Donc voilà, cette case-là, elle est cochée, il y a pas de doute. Deuxième facteur, bah, l'association et Mhm. Hakim. Ouais. Donc voilà, on n'a jamais bossé ensemble, mais on se connaît bien, très Mhm. bien. On sait qu'il y a des complémentarités dans nos profils. Tu vois, enfin, bon, je vais pas tout résumer, mais en gros, voilà, lui, il a ce caractère un peu fonceur, tu vois, j'y vais, je sais qu'il sait de quoi il parle, tu vois, parce encore une fois, à cette époque-là, on échange pas mal. Moi, j'ai même pas encore démissionné de chez Mazar. Mhm. Bah, je l'aide à monter les business plans, les choses comme ça. Donc, quand même, on échange pas mal et voilà, je sais que ça va le faire entre nous deux. Enfin, tu vois, à ce stade-là, c'est de l'intuition, mais voilà, qui a été confirmée vu que 8 ans plus tard, on est toujours là, ça, voilà. Et puis, donc, ça a été confirmé par la suite, mais il y a cette intuition que ça va bien marcher. Je pense que lui, voilà, il a eu la même réflexion de son côté et il est conscient qu'une association, c'est pas un truc à prendre à la légère et qu'il faut pas se planter. Donc je pense que voilà, lui, il y a une grosse réflexion sur ça va le faire, ça va pas le faire. Et puis lui aussi, il a cette intuition à un moment donné et puis on y va, quoi. Ouais. Voilà. Et puis moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai ce truc qui me dit depuis un moment, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de monter un truc. J'adore ce que je fais. Le conseil, c'est super, mais bon, voilà, j'ai envie de faire. J'ai pas, Ouais. je veux pas juste être spectateur dans ma tour à la Défense. Voilà, donc j'ai envie d'action, quoi. Ok. Donc voilà, donc les trois sont là. Et puis il y a pas de débat, Trop j'y bien. vais, quoi.
Trop bien. Ouais, t'aurais peut-être, tu te serais peut-être pas lancé forcément si t'avais si t'avais été juste tout seul. Est-ce que ça serait quand même venu? T'avais quand même ce désir-là, tu le dis là, de pas rester que dans le conseil, mais là, j'avoue que le mélange de tous les ingrédients, le projet, un pote et cette envie d'action, c'était parfait, quoi. Bah, c'est exactement, c'était parfait. Ça serait probablement venu, quand, quoi, comment, je peux pas te dire. Ouais. Parce que même si moi je cogitais à des idées, tu vois, des projets de business, mais c'était super théorique et à ce stade-là, c'était encore sur le papier, il y avait rien de concret. Mhm. Donc à un moment donné, il y a ce projet-là qui arrive, voilà, je fonce. Go. Voilà. Qu'est-ce qui se serait passé autrement, je peux pas te le dire. Je pense qu'effectivement, effectivement, à un moment donné, j'aurais aussi concrétisé cette envie-là différemment. Mais là, encore une fois, alignement de planète, quoi. Et au début, donc vous êtes tous les deux. Finalement, le projet, il a bien évolué. Aujourd'hui, Give, c'est quoi, plus de 25 personnes en fait? C'est autour de 25 personnes? Ouais, pas loin de 25 personnes. Ouais. Tu vois, salariés, on est plutôt 22, mais ouais, pas loin de 25 personnes. Effectivement, ça a bien évolué, hein. 2016, on se retrouve à Bordeaux, on est tous les deux Mhm. dans un petit coworking à Bordeaux, tu vois. On commence avec quelques stagiaires, mais effectivement, ouais, je te passe un peu toutes les étapes, mais on fait une première levée de fonds fin 2016 et une deuxième début 2018 qui nous permet vraiment de commencer à recruter une équipe. Mhm. Et puis voilà, partant de là, on a grossi pour arriver où on en est aujourd'hui, à une boîte bien structurée de pas loin de 25 personnes. Et justement, au début, tu le dis, vous êtes un peu à deux à faire tout. Il y a un peu cette image de, au début, on monte et on est le full stack entrepreneur, quoi. On doit tout faire. Et finalement, en structurant la startup, vous êtes répartis aussi des rôles, c'est ce que je disais en introduction. Ça s'est fait de manière naturelle. Est-ce que tu as aussi peut-être des conseils à des gens qui s'associeraient, qui nous écouteraient c'était quoi vos réflexions? Peut-être que voilà, vous avez pris des vrais partis pris. Ouais, bien sûr. Bah écoute, effectivement, depuis le départ, et encore aujourd'hui, on va en parler, hein, on est multicasquette, tu vois, je pense que c'est un peu inhérent au rôle d'entrepreneur. Même si avec la croissance et le développement de la boîte, forcément, tu structures. Moi, j'ai eu un rôle un peu naturel dès le départ, qui était le rôle de CFO. Bon, forcément, voilà, donc ça a pas changé. Je pilote toujours tous ces sujets-là aujourd'hui. Et après, franchement, les casquettes, elles ont évolué au gré du développement de la boîte, des besoins, des projets, etc. Donc, encore une fois, 2016, je bascule sur Give. Et de mes rapports de due deal, je passe à de la modération de groupe Facebook, à du community management, à voilà, plein de choses très très différentes. Moi, c'est aussi ça en fait qui me stimule et qui me passionne, c'est vraiment de voir des choses, des sujets différents, essayer de craquer des nouvelles choses, tu vois. Donc voilà, bon, bien sûr aujourd'hui, je fais plus ça parce que je suis loin d'être la meilleure personne pour le faire. Oui, et surtout, il y a plus ces groupes Facebook, même s'il reste de la modération. Exactement, on a toujours les groupes, mais ça reste un peu anecdotique. Et puis bon, on a des gens très compétents aujourd'hui qui font ça très bien. Mais tu vois, on a eu des projets à l'international. Donc à un moment donné, je suis parti au Canada. Bon bref, voilà, au gré des sujets, nos casquettes respectives ont évolué. On s'est toujours un peu réparti les tâches entre associés. Même si c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on a un petit peu évolué. Je pense que à nos débuts, on faisait beaucoup de choses un peu tous les deux. Mhm. Parce qu'on a cette complémentarité un peu à tout niveau, tu vois, aussi dans les compétences, dans le tempérament, voilà, donc Ça faisait une bonne balance, en ouais, fait. à un C'était moment donné, je pense enfin voilà, c'est aussi une force, Mhm. c'est aussi une force, et, tu vois, on faisait beaucoup de rendez-vous tous les deux, etc. Je pense qu'avec le temps et aussi avec la charge de travail, etc., on a appris un peu plus se spécialiser. Tu vois, pour être capable de traiter plus de choses, et voilà. Et puis on sait très bien qu'il y a des choses sur lesquelles moi je sais qu'il y a des choses sur lesquelles il est meilleur, il y a des choses sur lesquelles moi je suis meilleur, et tu vois, et ça on le sait entre nous, et tu vois, il y a quand même une répartition des tâches assez claire. Pour résumer, hein, grosso modo, moi je vais m'occuper
Mon titre LinkedIn, c'est COO, donc Ok. je gère les opérations, ce qui veut tout et rien dire, mais globalement, je suis à la fois CPO, je gère toute la partie produit, et CFO, donc toute la partie financière. Voilà, et puis quelques autres choses à côté. Là où Hakim va être plus sur le développement et tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va gérer plus la partie bizdev, communication, marketing, tu vois. Mhm. Donc, grosso modo, c'est un peu la répartition des tâches aujourd'hui. Ça fonctionne plutôt bien et on se fait confiance et on se repose l'un sur l'autre, quoi. Trop bien. Bah, merci pour l'éclairage. Et après, on va quand même, même si c'est moins ton rôle, tu le fais quand même très bien. On va quand même pitcher Give parce que même si beaucoup de gens, je pense, connaissent Give, il faut quand même que tu nous parles de cette boîte qui, moi, je disais, est assez unique en son genre, de par plein de choses, le modèle autour du don, etc. Donc, je te laisse la main pour en fait nous raconter c'est quoi la proposition de valeur aussi de Give. Tu peux peut-être aussi, vu qu'on parlait de 2016 et qu'on parle d'aujourd'hui, nous indiquer si finalement il y a eu des évolutions. Bref, je te laisse la main pour cette Bien sûr. présentation. Bien sûr. Donc, Give, on a une application de dons entre particuliers. Donc vraiment, l'idée, c'est de donner une seconde vie à tous les objets que tu utilises plus, tu vois, plutôt que ça finisse à la poubelle. Clairement, l'objectif, c'est d'être un carrefour du réemploi et de l'économie circulaire. Aujourd'hui, on est à 5 millions, entre 5 et 6 millions d'utilisateurs inscrits depuis nos débuts. Bravo. On se rapproche bientôt des 30 millions de dons réalisés sur la plateforme. Voilà, je vais pas te noyer sous les chiffres, mais deux chiffres qui sont intéressants en termes d'impact. Depuis le début, on a redistribué plus de 200 millions d'euros de pouvoir d'achat à nos utilisateurs. Donc ça, c'est un truc dont on est très fier et c'est une premier impact, tu vois, assez fort. Et le deuxième impact, forcément, il est écologique, tu vois, et il est sur la question climatique. C'est que la plateforme permet d'augmenter la durée de vie des objets, permet de ne pas produire, puisque finalement on va utiliser des objets qui ont déjà été produits, donc on va éviter d'en produire. Et à ce titre-là, récemment on a émis des dividendes climat. Donc, les dividendes climat, juste en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Ça se calque sur le principe des dividendes financiers. L'idée, c'est de distribuer à nos actionnaires quelque chose d'autre que vraiment du ROI financier, mais de l'impact en termes climatiques. On a distribué récemment 39 000 dividendes climat, ce qui équivaut à 39 000 tonnes de CO2 évitées par l'activité de la plateforme l'année dernière. Donc là, on parle d'une année. Okay. Donc pareil, c'est quelque chose dont on est très fier, tu vois. Et puis peut-être pour te dire 2 mots du modèle, et effectivement l'évolution par rapport à nos débuts. Ouais, parce que vous avez été sans cesse challengé là-dessus. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que je parlais de Give, c'est tout de suite la première question qui arrivait toujours. C'est oui, mais ce projet, comment il peut être viable en fait? Franchement, ça, on a dû vous la poser des témoigner que milliers c'est de fois. aussi la question que j'ai entendue le plus de fois depuis le début, tu vois. Et effectivement, c'est la question systématique. Mais vraiment, hein, ça marche à tout niveau, tu vois. Même des amis, des choses, quand je leur explique ce que je fais, c'est systématiquement la première question. Voilà. Et nous aussi, hein, forcément, on se l'est posé. Si tu veux, on se rend compte que le modèle actuel, même si les choses ont énormément évolué, on a beaucoup itéré là-dessus, mais le modèle actuel, tu vois, il était presque en germe déjà dans les premiers slides qu'on faisait en 2016, sous des formes différentes, mais tu vois, il y a un modèle C2C freemium, donc de la publicité pour garder une utilisation gratuite, hein. Nous, on est une plateforme qui est destinée à accueillir beaucoup d'utilisateurs, du volume, etc. Ouais, donc tout le monde peut donner et recevoir gratuitement. Voilà, il y a une utilisation gratuite, bien sûr, qui est possible. Et ça, c'est vraiment le modèle. Et après, on a un abonnement payant pour une utilisation plus poussée de la plateforme, notamment pour les personnes qui cherchent à récupérer, tu vois, un peu plus d'objets, qui ont des besoins ponctuels, qui déménagent ou tout simplement qui veulent un peu plus récupérer. On leur demande de payer un abonnement qui finalement est pas une somme incroyable par rapport à ce que ça peut t'apporter, tu vois. C'est sûr que si tu récupères un canapé ou un frigo, le fait d'avoir payé quelques euros, le différentiel, il est énorme, quoi. T'as pitié l'abonnement, c'est exactement ça. Et et puis en parallèle, un modèle B2B.
qui encore une fois, il était en germe, hein, ce modèle. Déjà, quand on réfléchissait à ces questions-là à l'époque, forcément, il a été fait de manière un peu différente. Il y a des nouvelles choses qui sont arrivées entre-temps. La loi AGEC, tu vois, 2020, qui a été mise en application en 2022. Voilà, pour aller accompagner les entreprises, notamment secteur distribution retail, sur leurs problématiques d'économie circulaire, quoi. Oui, et puis finalement, là où une startup qui aurait voulu s'attaquer tout de suite au B2B en partant de zéro aurait peut-être eu plus de mal, là où vous, finalement, avec la force de la communauté... Exactement, c'est exactement ça. C'est que de toute manière, nous, tu vois, avant même de réfléchir, de mettre en place des choses en termes de monétisation, le premier challenge, c'était de démontrer l'usage, démontrer le potentiel, l'attraction, tu vois, de construire une communauté. Donc ça a été la première chose. C'est aller relativement vite, entre guillemets, parce on l'a cité tout à l'heure, hein, avant même de sortir une app, on avait des communautés, tu vois, sur les réseaux. Donc on s'est appuyé là-dessus, et quand on a sorti l'app, forcément, ça a été un peu une rampe de lancement. Donc ça a été vraiment les débuts. Et ensuite, effectivement, il fallait continuer à faire croître cette communauté pour atteindre une taille critique. Aujourd'hui, ça reste un objectif hyper fort, hein, 5 millions d'utilisateurs inscrits, c'est bien, mais le potentiel, il reste encore super fort. La plateforme, donc la plateforme C2C, reste un atout et vraiment un avantage concurrentiel pour le déploiement du modèle B2B. Donc voilà, on fait levier vraiment sur cet actif pour aller proposer des choses aux pros, quoi. Ok. Et d'ailleurs, on l'aura bien compris que la force d'avoir eu cette communauté, cette audience et ce travail fort, hein, que ça demandait d'être proche de vos utilisateurs, à leur écoute, ça vous a aidé finalement à... Là, on va rebasculer sur un de tes sujets, sur le sujet vraiment produit, développement produit. Ça vous a aidé à itérer dans le bon sens finalement et pas y aller que à l'intuition. Je sais que par exemple, vous avez testé des choses comme à un moment donné, il y avait, je crois, eu un modèle de livraison, hein, où en tout cas vous suggériez la livraison pour des objets lourds. Ça a été abandonné, mais finalement vous avez développé d'autres types de services. Comment ça se passe en fait quand il y a des idées qui émergent côté de votre équipe? La relation que vous pouvez avoir avec vos utilisateurs, elle se traduit comment? Tu peux peut-être dézoomer, hein, sur votre réflexion produit, hein, ma question est précise, mais bien sûr. En fait, la connaissance de l'utilisateur et tu vois, et de la communauté de manière un peu globale, je pense elle est absolument clé quand on veut développer un produit comme le nôtre. Forcément, dans les premiers mois, dans les premières années du développement d'un produit, il y a nécessairement un peu d'intuition. Mais effectivement, je pense que ça, tu vois, un peu le gut feeling de l'entrepreneur. C'est ce qui va faire un peu la diff et qui va, tu vois, parfois créer le succès d'un produit. Mais effectivement, moi, j'ai un peu ce background et ce réflexe produit qui me fait dire que voilà, il y a l'intuition, mais il y a aussi l'utilisateur qui doit être vraiment central et clé dans nos réflexions. Je fais une mini digression, mais je regardais une vidéo récemment. C'était un talk à la Product Conf, voilà, j'ai oublié la personne, mais qui est quelqu'un qui parlait un peu d'une certaine endogamie qu'il pouvait y avoir dans le secteur du produit, et ça marche aussi pour le secteur, tu vois, startup, entrepreneuriat. Et c'est vrai que on a quand même certaines caractéristiques un peu communes tous, qui sont loin de refléter la majorité de la population et la majorité de nos utilisateurs. Donc il faut aussi savoir se méfier de ses intuitions, et voilà, et toujours chercher à valider. Tu vois, les intuitions, ça peut donner des hypothèses, mais il faut absolument valider ces hypothèses derrière. Donc nous concernant, on a dans notre histoire qui fait qu'on est sur des groupes Facebook, tu vois, et ça, c'est un MVP qui est ultra structurant pour la suite, tu vois, et pour le dev de l'application derrière. Parce qu'en fait, on a pu observer grandeur nature comment les gens se donnaient des choses via Internet, on va dire. Via les réseaux sociaux, mais via Internet. Et là, on a appris énormément. Oui, parce qu'il y avait des croyances, par exemple, que vous aviez, typiquement que les gens allaient parfois laisser leurs affaires dans la rue.
le prend en photo et que ça allait être ramassé par quelqu'un d'autre de manière autonome dans la rue. Au départ, au tout départ, ça naît comme ça, puis on se rend compte que finalement, les gens, ils préfèrent autant donner le truc de chez eux. De la main à la main, le lien social finalement. Exactement, le lien social, c'est presque plus facile parce que t'as même pas à t'embêter à descendre le truc et à le poser sur le trottoir. Et puis il y a ce truc de lien social, il y a en fait cet usage-là, la rue, il est devenu très vite anecdotique, tu vois. On a, il y a eu énormément de learning, je te les fais pas tous, mais voilà, sur le fait que le donneur est assez central, dans la relation, donc ça doit être un gros focus de notre côté. Alors que dans des relations plus de vente, tu vois, avec de la transaction financière, c'est un peu inversé. Et en gros tout ce qu'on a appris là, on l'a un peu réinjecté dans le produit, qui était loin d'être parfait, mais c'était une très bonne base et c'était un très bon MVP sur lequel on a continué à itérer derrière. Et aujourd'hui, l'utilisateur, tu vois, et la récolte de feedback reste super clé dans nos process de développement, tu vois, et aux produits de manière générale, tu vois, à la fois dans la priorisation, dans la conception concrètement des features, etc. Ouais, si je traduis ça même aussi d'un point de vue produit dans Give, typiquement ce que tu dis, c'est que vu que le donneur est très central, vous avez renforcé peut-être aussi les fiches profil qui étaient peut-être standards, et là vous avez mis peut-être plus l'accent dessus, inciter plus à chaque fin de don une sorte de commentaire, notation, justement pour rajouter de la confiance. Écoute, il y a sur le parcours d'un donneur, tu vois, et donc typiquement on a fait l'exercice là il y a quelques semaines, quelques mois de faire un user journey map, tu vois, vraiment de mapper, et donc centré sur l'expérience du don, donc de mapper vraiment tout le parcours d'un donneur. Il y a plein de phases, mais qu'on pourrait résumer en 3 grandes phases, qui est je crée mon annonce, je crée mon contenu. Ensuite, il y a une phase qu'on peut regrouper, tu vois, qui est le matching. À un moment donné, c'est une marketplace, donc moi je donne quelque chose, il faut que je trouve quelqu'un qui va récupérer. Et nous, on a un rôle. À la fin, c'est le donneur qui va discuter avec les gens, etc., et qui va faire son choix. Mais nous, on a un rôle qui est super important là-dedans pour lui faciliter la tâche, pour essayer au maximum de lui amener de trucs sur un plateau. Et ensuite, il y a une dernière phase qui est ce qu'on appelle la logistique du don. Tu vois, il faut lui faciliter la vie pour qu'il puisse donner aussi derrière facilement son objet. Donc nous, on travaille sur ces 3 phases-là. On a des projets en ce moment là-dessus. Je pense que la phase la plus clé, c'est la phase de matching. Encore une fois, faut lui faciliter le boulot. Il y a plein de raisons. Enfin, les gens vont donner pour plein de raisons. Et t'as cité le lien social, il y a des préoccupations environnementales, etc. Mais malgré tout, à côté de ça, pour nous, c'est un devoir de faire en sorte que ce soit facile, tu vois. Et c'est ce qui va faire et c'est ce qui fait qu'on a le succès qu'on a aujourd'hui. C'est qu'en fait, c'est facile, tu vois. Je me prends pas la tête. Il y a d'autres alternatives, tu vois. Tu peux vendre sur le Bon Coin ou autre. Pourquoi les gens viennent chez nous? Parce que c'est facile. Je donne mon objet facilement. Et en plus, j'accueille quelqu'un, il a le smile, je fais un truc bien, et tu vois, l'expérience est cool, quoi. Ouais, c'est ça qu'on essaie de travailler au max. Je sais plus, il y avait des phrases un peu qu'on voit dans vos communications, etc., mais que le don, vraiment, il y a un côté satisfaisant, vraiment des 2 côtés, tu vois. Je dis pas que les relations transactionnelles elles sont déséquilibrées, mais bon, il y a toujours quelqu'un qui s'allège d'une partie de son porte-monnaie, donc même s'il est content de faire l'achat. Mais là, dans le don, même la personne qui donne est extrêmement satisfaite de savoir que l'objet va être réutilisé, parce que souvent on crée aussi des histoires avec ces objets-là, alors plus ou moins, mais oui, on sait que l'objet va poursuivre sa vie et il part pas à la benne, et la personne qui le reçoit, pour elle, souvent, il y a un vrai... Il y a une satisfaction indéniable. Je te passe toutes les études anthropologiques sur le don, etc. Mais il y a des vraies études qui disent que tu vois, quand tu donnes comme ça, tu sécrètes tu sécrètes un peu l'équivalent d'endorphine. Je serais incapable de rentrer plus en détail dans le sujet, mais
mais il y a une vraie satisfaction à donner. C'est une expérience positive, c'est cool. Donc voilà, c'est pour ça que les gens choisissent cette solution. Et j'aimerais revenir sur ce que tu as dit. C'est très facile de donner, en tout cas, vous mettez beaucoup d'exigences à ce que ça reste facile. On le sait que rendre les choses faciles, c'est difficile, en vrai. Et en grossissant, comme vous l'avez fait, d'un point de vue utilisateur, nombre de dons, etc., ça a été quoi les clés pour continuer d'avoir un produit qui est facile d'accès? Parce que on peut être vite tenté de rajouter des features, enfin voilà, la plateforme peut être alourdie de quelconque façon. Est-ce qu'il y a des arbitrages? Est-ce que vous avez aussi une sorte de méthodo interne ou passer au crible vos idées pour dire bah ça on le rajoute pas, mais ouais, ça si on le rajoute faut être très vigilant sur tel aspect. Enfin tu vois, est-ce qu'il y a ce genre de discussion chez vous? Bah oui, bien sûr. Nous en fait, on va dire le sujet clé chez nous, c'est la priorisation. Pourquoi? Parce que bah, au final, on est en service avec plus de 5 millions d'utilisateurs, mais on reste une petite équipe. Finalement, quand je dis 20-25 personnes, ça reste une petite équipe. On a 6 personnes, on a 6 personnes côté tech, on est 6 personnes côté produit. Donc voilà, donc une seule squad aujourd'hui, même si on est capable parfois de paralléliser, de travailler sur différents sujets en même temps, mais globalement une seule équipe. Ce qui veut dire que quand en plus voilà, je t'ai parlé de B2B, de sujets de monétisation, etc. Donc les sujets sont multiples, donc il faut effectivement savoir prioriser de manière assez drastique pour se concentrer sur ce qui va avoir le plus d'impact. Le plus d'impact, ramener forcément à l'effort que ça te coûte. Donc nous, on a, tu vois, sans rentrer dans des frameworks type Rice ou autre, on le fait, mais on a un peu un peu nos frameworks maison. Mais globalement, ça se ramène toujours à aller calculer l'impact que tu vas avoir quand tu vas sortir telle ou telle feature versus le coût que ça a en termes humains et en termes de développement. Donc voilà, après on est sur des process un peu classiques. Nous on établit des OKR, tu vois, un peu côté boîte et côté business pour essayer justement d'aller à un moment donné chercher le plus d'impact. Ces OKR on les décline côté produit. Ouais. Et ensuite, comme je te le disais, on parle beaucoup à nos utilisateurs. C'est ritualiser la discussion avec les utilisateurs. Désolé, je te coupe, mais tu sais, on ritualise beaucoup l'interne, mais finalement, est-ce que avec vos utilisateurs, voilà, minimum une fois par trimestre ou mois, je sais pas. Bah, nous, on a pas mal de canaux directs ou indirects. Pour les indirects, on a énormément de reviews sur les stores, partout, etc. Donc ça, forcément, on analyse. On a un service client qui, tu vois, qui traite pas loin de 1500 tickets tous les mois. Donc ça, pareil, on analyse, on s'en nourrit. On fait régulièrement des NPS de manière un peu globale qui permettent de remonter tous les sujets et de voir un petit peu justement quels sont les sujets les plus prégnants, tu vois, les plus impactants. On fait des sondages, voilà. Et puis de manière directe, on fait régulièrement des ateliers, des interviews, des focus group. C'est pas encore ritualisé dans le sens où, et ça c'est vraiment une direction moi, dans laquelle j'aimerais aller, mais où on se dit bah voilà, tous les vendredis c'est voilà, il y a 2 heures d'atelier, 2 heures d'interview, on s'impose de parler toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à l'utilisateur. Il n'y a pas encore ce truc là ritualisé, mais au global c'est voilà, c'est régulier, c'est fréquent, et c'est vraiment ça qui nous nourrit derrière pour essayer de bien comprendre quelles sont les problématiques. Tu vois, je te parlais tout à l'heure du User Journey Map. Donc, à un moment donné, on a tout le parcours du donneur. Et à un moment donné, il faut savoir quels sont pardon pour l'anglicisme, mais quels sont les principaux pains, quelles sont les principales problématiques, etc. Et ça, c'est aussi du qualitatif en parlant à l'utilisateur qu'on le fait ressortir. On a fait un autre exercice intéressant récemment, porté par notre équipe design. On a fait des diary studies, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon de donneurs et pendant 2 semaines, on leur demande d'utiliser l'app, de faire des dons et de noter tous les jours
toute leur expérience, de faire ressortir voilà ce qui les a embêtés, ce qui était cool, enfin vraiment de tout Ouvert. noter, Ils peuvent ouvert, tout ouvert. Alors après écrire. c'est analysé en temps réel, tu vois, et on peut affiner, etc. Ah, c'est Et carrément dans l'app en fait. non, alors en Ah fait, non, ok. via WhatsApp, via Ok. Typeform, Ok, etc., ok. on avait une méthode, une manière de communiquer avec eux en temps réel, tu vois. Et sur 2 semaines, on analyse un peu tout ce qu'ils font, là où il y a, là où ils font remonter des blocages, des pains, etc. Et on est capable de dire, ok, ben en fait aujourd'hui c'est ce truc-là qui est vraiment, qui est un gros pain sur lequel faut travailler, qui va avoir le plus d'impact si on arrive à le résoudre. Ok. Et c'est un peu comme ça qu'on priorise, quoi. Et vous aviez pris un échantillon un peu divers, ou alors non, vous avez pris des power users entre guillemets, des gens qui. On a diversifié. Ok. Parce qu'effectivement, alors après, bon, en termes de volume, je Parce crois que. qu'il y avait une quinzaine de personnes, donc forcément, c'est plus du qualitatif que du quantitatif. Mhm. Mais on a pris des profils différents. Parce qu'effectivement, c'est important de s'adresser aux power users. Voilà, c'est eux, c'est un peu l'âme de la communauté. C'est eux ils font beaucoup de dons. Nous, on a des power users qui sont Même des hardcore voilà, des users, quoi. C'est hardcore tous les users. jours, tous les jours. Voilà, on parle de dizaines de milliers de dons pour les principaux, hein, donc Incroyable. c'est voilà, incroyable. Mais c'est ultra important d'être une app aussi grand public et de s'adresser à monsieur, madame, tout le monde. Et ça, enfin voilà, c'est aussi la clé nous de la croissance et de notre développement. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir les deux et savoir à qui tu parles. Tu peux avoir des feedbacks de power user, mais il faut se dire que c'est pas toujours représentatif de ce que recherche l'utilisateur un peu plus occasionnel. Donc il faut vraiment savoir à qui on parle. Ouais. Bah, moi, je me mets dans une catégorie, une seconde catégorie que vous avez certainement, mais c'est plutôt des gens qui gardent l'app, qui ont bien Give en tête, mais qui vont être peut-être plus ponctuels pour faire des dons qu'à certains moments de l'année, lorsque tu fais ton ménage de printemps ou que tu vas déménager, ou alors que tu as un objet, c'est ça que tu comptes pas l'amener forcément à la benne et donc tu le mets sur Give. Donc moi j'avoue que j'ai entre guillemets que des gros dons, c'est table, canapé, une lampe, etc. Mais c'est rare, tu vois. Enfin, j'y vais de manière très ponctuelle. Hyper important aussi comme usage. Nous, vraiment notre ambition, c'est de devenir un réflexe dans le quotidien, tu vois, des personnes. C'est-à-dire, ok, j'ai un truc, je l'utilise plus, je veux m'en débarrasser entre guillemets, bah je le donne sur Give. Donc nous, notre objectif, c'est de devenir un réflexe. Et puis, ça c'est un travail côté produit, mais c'est aussi un travail, tu vois, de tous les autres services chez nous, hein. C'est d'essayer petit à petit aussi d'ancrer un peu plus l'usage dans le quotidien. Tu vois, là, tu vas te rendre compte que tu as plein de trucs qui traînent dans tes placards, et puis forcément, pour le moment, ça tient, t'as la place, mais bon, tu pourrais faire un petit ménage et donner un peu plus de trucs. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'encourager au maximum l'usage, quoi. Yes. J'aimerais revenir sur toujours l'expérience produit. On l'a dit, pour que le modèle soit viable, il y a quand même aussi une partie des utilisateurs qui utilisent l'app avec de la publicité. J'imagine que ça aussi, dans un enjeu produit, c'est quelque chose sur lequel il faut trouver la bonne balance, de pas mettre trop de pubs et en même temps ben voilà, faire comprendre aussi aux utilisateurs que ça fait partie du modèle, qu'on utilise un service qui est gratuit, donc il y a de la pub. Est-ce que ça vient parfois challenger votre conception? Je sais que vous faites attention à cette notion un peu de native advertising, que s'il y a de la pub, elle n'est pas non plus au détriment de l'expérience utilisateur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette partie-là? Bah écoute, là-dessus, nous, on est assez à l'aise là-dessus, et c'est vraiment inhérent à notre modèle freemium, tu vois. Si tu vas avoir une utilisation gratuite, bah il faut forcément arriver à le financer. Et l'avantage, c'est que c'est quand même un modèle qui est relativement admis et courant, tu vois, sur plein de services, et sur, on va dire, c'est quand même la majorité des sites aujourd'hui, hein, tu vois, que ce soit la presse ou autre, il y a voilà, la publicité va financer le modèle. Et d'ailleurs, enfin, parfois se plaignent de la publicité, mais globalement, c'est plutôt bien reçu, Oui, il y et a les aussi gens toute une... préfèrent que ce soit gratuit, quitte à ce qu'il y ait un petit peu plus de pub, versus une version
payante. Ouais, il y a aussi toute une partie de gens, ça se trouve en fait, qui ne le voient même plus en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu navigues sur plein de sites, il y a T'as la l'habitude. pub, mais en fait, l'œil c'est un peu adapté. Tu scannes que le contenu qui t'intéresse et la pub en fait, tu la vois à peine quoi. T'as l'habitude. Donc les gens vraiment, voilà, sont familiarisés avec ça. C'est un peu toute la difficulté aussi de mettre en place une version premium. Mhm. C'est-à-dire que, bah, en plus, comme ça a été un peu progressif, nous concernant, bah, forcément, les gens, quand certaines fonctionnalités étaient gratuites et puis que tu les bascules dans la version premium, Il y a un peu de forcément, les friction, ouais. utilisateurs historiques, ça va râler un petit peu, il y a un peu de friction. Voilà, mais d'où l'idée de trouver la bonne balance, tu vois, le bon curseur. Mhm. Nous, il faut qu'il y ait une version gratuite, tu vois, qui permette d'avoir certains KPI et certaines constantes et tu vois, d'avoir un usage assez massif. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis à un moment donné, quand tu retires pas mal de valeur de l'utilisation du service, et en plus ça aujourd'hui, on sait bien le mesurer, parce que c'est une feature qu'on a lancée l'année dernière, enfin en début d'année plutôt, on sait valoriser les dons qui transitent sur la Ok. plateforme. Qu'on a un algo qui permet d'aller mettre des prix sur les objets. Donc à partir du moment où tu retires de la valeur, bah voilà, l'idée c'est de faire participer l'utilisateur en face. Mhm. Donc voilà, mais non, la pub, écoute, aujourd'hui se marie plutôt bien sur la plateforme. On essaie effectivement d'avoir des formats un petit peu plus premium c'est pareil, c'est un autre aspect de notre modèle économique pour aller vendre des campagnes un peu plus qualitatives et en direct, Ouais. tu vois, mais ouais, ça fonctionne. Ça marche. J'aimerais qu'on parle un petit peu de Give Pro, si tu veux bien, parce que au final, moi, ce qui me rend curieux, c'est que, bah, on l'a dit, la Give a 8 ans. Give Pro, même si tu le disais, c'était dans les premiers slide decks et autres. D'un point de vue produit, vous y travaillez quoi depuis vraiment 2-3 ans? À quel point, justement, sur une petite équipe, finalement, ça vient peut-être changer un peu certains réflexes, certaines méthodes de penser B2B versus penser C2C. Est-ce qu'il y a eu, voilà, des choses qui se sont passées un peu dans l'équipe? Qu'est-ce que vous avez mis en place aussi pour faire ce pas de côté, penser B2B versus C2C dans la partie développement produit? Ouais, bien sûr, ça a été quand même un challenge parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on a une seule équipe, même si, enfin, progressivement, et c'est un peu la direction et l'objectif à terme, tu vois, tu vas avoir des équipes qui vont être relativement autonomes entre la partie C2C, la plateforme, et la partie B2B. Mais aujourd'hui, il y a énormément de choses encore qui sont mutualisées, donc ça implique beaucoup de priorisation, ça implique beaucoup de bien structurer les choses. Ça peut impliquer parfois un mindset un peu différent entre sur la partie C2C, ton client, bon, c'est l'utilisateur, on va dire. Sur la partie B2B, bon, bah, tu as des clients pros, tu discutes avec des Conforama, des Buts, etc., qui ont leur manière de fonctionner, leurs exigences. Donc ça peut être un peu différent dans la manière de faire, clairement. Mais on a arrivé aujourd'hui à trouver une organisation qui fonctionne bien et à mener deux fronts, à faire avancer deux fronts les deux sujets. Donc ça, c'est assez cool et je pense que c'est une fierté, voilà, et pour la team, hein, parce que c'est la team derrière qui fait ça. Mais tu vois, on est capable de sortir sur l'app des belles features. Là, on travaille sur une grosse feature de l'app et en parallèle, tu vois, on sort des projets avec Conforama, avec Xina, avec But. Donc, entre autres, il y en a plein d'autres à côté. Donc, tu vois, c'est assez cool. C'est vraiment, on arrive à faire avancer les deux. C'est un bel achievement, quoi. Et l'arrimage avec la partie tech qui, pour le coup, avant avait peut-être qu'une seule roadmap à suivre et là maintenant il y en a deux. Comment on priorise sur un sujet chaud? Là, tu dis qu'en ce moment vous travaillez sur une grosse feature. Peut-être que tu pourrais nous en dire deux mots en Ouais, exclu. bien sûr. Mais tu vois, voilà, là il y a une belle feature à développer sur l'app C2C et en même temps là on a quand même un gros client, grande enseigne. Tu vois, il y a des arbitrages à un moment donné. Ouais. À la taille de l'équipe où vous êtes, faut décider. On priorise en permanence, comme je te le disais, nous c'est vraiment le maître mot chez nous, donc vraiment prioriser en permanence pour aller chercher le bon sujet au bon moment. Côté tech, effectivement on commence à faire de la spécialisation au niveau
des développeurs. Mhm. C'est vrai que maintenant, les sujets B2B sont un peu plus traités par tel ou tel développeur. Donc, pour que ce soit un peu plus simple, parce qu'effectivement, il y a des problématiques dédiées, etc. Nous, le challenge là-dessus, peut-être, il a été, tu vois, effectivement, ça fait, alors, le sujet, le sujet, l'offre actuelle, elle est en germe depuis 2019-2020, donc tu vois, ça date. Mhm. Mais effectivement, ça s'est accéléré sur les 2 dernières années. Et le challenge, c'est qu'on est parti, tu vois, sur du MVP, sur des choses un peu bootstrappées, un peu bricolées. Mhm. Et derrière, bah voilà, quand tu scales, quand tu commences à te professionnaliser, à sortir des choses pour des gros clients, bah en fait, tu te prends un petit peu la legacy, donc il faut, voilà, faut refaire des trucs, faut refaire proprement, etc. Ça a été un peu le challenge et le truc à gérer. Mais ouais, aujourd'hui, on a des équipes solides qui arrivent à traiter et être bons sur les 2 sujets, quoi. Ok. Et pour terminer un peu sur cette grande discussion produit, je trouve que ça serait éclairant quand même que tu nous résumes très rapidement de l'idée jusqu'à la mise en prod et voire même la communication, marketing ou autre. C'est quoi les grandes étapes? Est-ce que tu pourrais nous les catégoriser chez vous? Je serais curieux. Je pense que ça serait source d'apprentissage. Bien sûr. Bah pour reprendre un petit peu un sujet tout à l'heure, allez, on va parler de l'expérience d'honneur, Mhm. qui est d'ailleurs quelque chose sur lequel on bosse actuellement. Mais voilà, comme je te disais, nous, il y a une impulsion qui est donnée au niveau de la boîte, sous la forme d'OKR, tu vois, d'objectifs. Mhm. Alors après, on a différents niveaux de granularité, tu vois, on a des business plans un peu et des objectifs un peu très high level à l'année, mais après, on fonctionne pas mal par trimestre. C'est-à-dire que voilà, tous les trimestres, on revient sur les objectifs du trimestre passé, on fixe les nouveaux objectifs pour le trimestre à venir, et ça se fait sur la base d'input, tu vois, du produit, du marketing. On a un co-strat, nous, co-strat, c'est un peu l'organe de direction, donc avec Hakim, moi, notre directrice marketing et notre directeur technique. Ok. Donc voilà, donc on se valide ça. C'est quoi l'objectif sur les mois qui arrivent? C'est quoi qui va être le plus impactant et sur lequel vraiment faut bosser, faut mettre un petit coup de collier. Tu pourrais nous l'illustrer de manière très précise Bah, de avec. manière très concrète, tu vois, là, sur les mois qui arrivent, on va bosser 2 sujets. Donc, à la fois la partie B2B avec des objectifs, voilà, des objectifs qui sont propres à ce sujet-là. Et c'est vrai qu'on va pas mal bosser l'expérience d'honneur Mhm. avec des objectifs de croissance. Des objectifs de croissance, alors le KPI principal étant ce qu'on a la supply, voilà, la création d'annonces, etc. Décliné en sous-objectifs et tout, je rentre pas dans le détail, mais voilà, mais on va mettre un focus sur cette partie-là. Donc ça, tu vois, il y a un peu l'impulsion, l'objectif. Derrière, c'est décliné en objectif produit et à tout ce travail dont je t'ai parlé, de vraiment, en fait, tu veux améliorer l'expérience d'honneur et faire en sorte que voilà, les gens aient une meilleure expérience et postent plus d'annonces. Bah ok, sur quoi faut travailler? C'est Mhm. quoi aujourd'hui? Bon, on a un truc qui tourne bien, hein, je veux dire, voilà, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est quoi les problématiques qu'ils rencontrent? C'est quoi les principaux pains? Donc voilà, comment est-ce qu'on peut leur faciliter la vie, améliorer le parcours pour faire en sorte qu'ils soient encore plus satisfaits et que derrière ils utilisent encore plus ton service. Mhm. Voilà, donc derrière, t'as toutes les phases de user research là, et non, je t'ai cité quelques exemples. Mhm. On a plusieurs sujets. On priorise à la fois sur la base de bah voilà, des retours utilisateurs, qualitatifs, quantitatifs. Il y a un peu d'intuition, hein, par rapport à ce que je reboucle par rapport à ce qu'on disait au début. À un moment donné, enfin voilà, tu peux faire toutes les validations possibles et imaginables. Il faut à un moment donné qu'il y ait un petit peu d'intuition, de gut feeling, tu Oui. vois, forcément. Et aussi, il y a peut-être des fois des quick wins d'un point de vue tech aussi qui sont des arbitrages de dire ok, bah ça, on peut le faire quand même rapidement. C'est un peu une sorte d'extension d'un truc qu'on a déjà. Exactement. Bah voilà, bah pour reboucler typiquement sur ce sujet-là, bah nous on fait les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, bah là on a une roadmap sur ce sujet, tu vois, du parcours, de l'expérience d'honneur. Et dans cette roadmap, on a mis 3-4 sujets un peu structurants. Voilà, qui viennent répondre aux problématiques, tu vois, matching, donneur, adopteur, logistique, du don, etc. Et on s'est aussi fait un stream quick win. Vraiment, il s'appelle comme ça. Ok. Parce qu'on sait qu'on a des choses qui mettent, tu vois, 2 jours à dev. Mhm.
et qui viennent résoudre un truc que les utilisateurs nous ont beaucoup remonté. Donc pourquoi s'en priver, quoi. Par contre, je pense qu'il faut faire un peu les deux. Tu peux pas faire que des quick wins parce qu'à un moment donné, tu vas un peu patiner, tu vois. En fait, plus tu vas avancer, plus le win il va diminuer, et tu vas pas apporter suffisamment de valeur. Il y a quand même des sujets forcément qui sont un peu structurants si tu veux innover, si tu veux apporter des choses un peu nouvelles sur ton produit, sur ton expérience. Donc faut faire les deux. Donc ça, donc on a les objectifs, on les décline au produit. De ces objectifs, on se fait une roadmap. Donc on va travailler sur tel ou tel sujet. Et après, derrière, on rentre en phase de discovery, conception. En fait, on s'est dit qu'on va travailler sur tel ou tel sujet, mais il faut un peu mieux comprendre, analyser la problématique. Ok, il y a un besoin côté user, il y a un pain qui est remonté, mais faut le comprendre. En fait, il vient d'où, ça se traduit comment, quelle est la problématique vraiment sous-jacente, tu vois. Essayer de pas être, essayer de supprimer un peu tous les biais que tu peux avoir, vraiment bien comprendre le problème, la problématique, et derrière tu recherches la solution. Donc donc sur ces phases-là, on a les product managers, les designers, un peu d'intelligence collective. On essaie de plus en plus d'associer nos développeurs dans les phases de conception, parce qu'on estime que ils peuvent apporter beaucoup de valeur. Donc on a vraiment des ateliers, alors côté tech, on a des leaders d'objectifs, tu vois, sur tel ou tel objectif. Il y a des techs qui sont un peu owners et qui sont l'interlocuteur privilégié du product manager. Donc et puis ils participent à des phases un peu préliminaires, possiblement à l'idéation, à pas mal de choses sur de la discovery. Comme ça, tu nourris le truc. Tu as une vision tech qui est ultra clé. Si tu fais arriver les devs en fin de course, c'est la plantade assurée. Donc ça crée un truc plus riche et plus impactant, et en plus le développement derrière se passe beaucoup mieux. Donc ça c'est cool. Tu as cette phase de conception, et puis derrière, classique, tu passes en delivery, quoi. Tu spec, tu valides tes designs, et puis nous on met ça dans des sprints, on est organisé en sprint et on délivre et on suit derrière. Hyper important aussi d'avoir un suivi derrière, parce que je pense qu'on est en termes de prod, sans nous jeter des fleurs, mais voilà, on est arrivé à une certaine vélocité, on fait pas mal de choses, mais voilà, faut surtout éviter de devenir on essaye d'avoir ce recul-là, éviter de devenir un peu l'usine à feature. Donc derrière, faut avoir un suivi, faut se poser des questions, faut sans cesse se remettre en question. Nous, on essaie de faire évoluer en permanence nos process. Nos process, discovery, delivery, tu vois, pour essayer d'arriver à plus d'efficacité possible, quoi. Comment vous faites pour faire évoluer ces process-là ? Parce que tu l'as dit, toi déjà t'as une appétence pour le sujet, on se croise souvent au meet-up French Produit ici dans le sud-ouest. D'ailleurs, coucou à toute l'équipe qui anime ce meet-up-là, c'est vraiment de qualité. Mais est-ce qu'il y a ces moments aussi d'équipe, alors je sais que vous faites des séminaires et autres aussi, plus team building, et d'ailleurs vous faites des choses très sympas, quand même, aller auprès d'associations, etc. On n'a pas abordé le sujet, mais j'inviterai toutes les personnes qui ont envie de se renseigner sur Give d'aller creuser, puis Hakim en a parlé déjà dans plein d'autres podcasts, mais est-ce que vous avez des moments aussi spécifiques pour je sais pas, ça peut être des rétrospectives, des choses qui sont plus liées au monde du produit et tech, mais pour parler de vos pratiques. La communication, comme toujours, c'est la clé, mais pour tout, hein. Et voilà, la communication est clé. Donc on a plusieurs moments de communication. Donc on a les rétros, effectivement, assez classiques, mais où la parole est ultra libre et où tu vois, il y a tout qui remonte. Donc ça, c'est vraiment d'ailleurs, ce qui est positif comme ce qui est négatif, c'est le principe d'une rétro, mais au moins on a une vision ultra claire de ce qui se passe bien, ce qui se passe un peu moins bien. Donc là, la parole doit être libre, c'est un prérequis indispensable, et tu vois, au moins tu peux partir d'une base pour te dire ok, il y a des choses qu'on peut améliorer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la relation tech produit est fondamentale, donc à tout niveau. Donc moi, je m'entends hyper bien avec notre CTO Alex, je le salue également au passage. Mais voilà, on communique toutes les semaines, on échange toutes les semaines, on se parle. Toutes les semaines, on se dit il y a potentiellement telle ou telle chose, ça pourrait être amélioré, ça pourrait évoluer. Il faut pas avoir peur de tester des choses.
Mhm. Voilà, en se Vous avez disant eu des que gros fails mémorables? bah, écoute, sur la période récente, non, on n'a pas de gros fail. Tu vois, on a une orga produit qui depuis un an et demi tourne pas trop mal. Et Cool. justement, en fait, on se parle beaucoup, on itère, on corrige quand il faut corriger. Donc je pense que en fait, ça permet, enfin voilà, je Mm. pense que c'est des choses Jamais de se désaxer vraiment, ouais. qui permettent d'éviter l'accident industriel. Des fois, il y a des choses qui marchent moins bien, hein, c'est normal. Mais franchement, non, pas de gros fails sur la période récente. Dans le passé, oui, on a pu en avoir. Mais justement, nous, on a en fait la montée en puissance de notre orga produit, notre culture produit, de nos process, etc. Elle a été progressive. Mhm. Tu vois, on a aussi un peu appris en faisant. À la base, ni Hakim ni moi, on a vraiment de background produit. Donc, Mhm. tu vois, on a mis en place plein de choses, on s'est planté, on a réussi des choses, tu vois, et puis on s'améliore en permanence et on en arrive là où on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, attention, hein, il y a plein de choses encore sûrement à améliorer, mais franchement, on a un truc qui tourne bien, donc Trop bien. c'est cool. Euh, pour apprendre, etc., tu as une reco, on a parlé là des meet-up French Produit, mais est-ce que, pareil, tu as parlé de la Product Conf en tout début, mais est-ce que tu as des recommandations particulières? Ça peut être un bouquin, vidéo, podcast, newsletter, autre que tu nous recommanderais? Ouais, écoute, j'avoue, je consomme pas mal de newsletters. Ouais. Après, c'est peut-être aussi la période qui veut ça, voilà, des enfants en bas âge, etc. Je pense que tu connais. Donc, j'ai du mal à me mettre, tu vois, vraiment sur des bouquins, etc. En tout cas, sur les derniers mois, là. Donc, je fonctionne pas mal par newsletter. Ah, d'ailleurs, en plus sur des sujets assez variés, hein, donc Ouais. des newsletters produits classiques, hein, que ce soit le ticket, Product Inbox, des choses comme ça, mais aussi des newsletters sur d'autres sujets, sur du gross marketing, des newsletters généralistes, etc. Ouais, t'as des noms particuliers à donner. Je mettrai le ticket Product Inbox en lien, mais Le ticket, Product Inbox, après tu as des newsletters, comment dire, d'agences product, tu vois, Tiga, Yeta, ouais. des choses comme ça. Moi, je suis abonné à une newsletter sur Market, donc ça s'appelle La Grosse Semaine, donc Ok. Grosse, Growth, Yann Leonardi, qui est ultra intéressante si on s'intéresse à ces sujets-là. Après, je suis sur des newsletters très généralistes, type Time to Sign Off, que je reçois tous les Ouais. jours. Voilà, des choses comme ça, quoi. Et en fait, donc les newsletters en soi, c'est de la curation de contenu. Moi, après, j'en reçois beaucoup, mais attention, moi, je fais ma curation là-dessus aussi. Ouais. Donc, je me balaye le truc en 3 secondes, je spot là-dedans la section ou l'article qui, pour le coup, va m'intéresser. Je le lis sur le moment où je me le bookmark pour après, mais voilà, moi, je fonctionne énormément comme ça. Après, sur les bouquins, alors, je pense que je vais rien apprendre aux gens du product, mais par contre, pour des gens justement qui ont peut-être pas ce background-là, moi, je conseille un peu la Bible product qui est Inspired de Marty Kagan. Enfin, je dis ça parce que moi, ça a été assez structurant personnellement dans ma vision et ma compréhension des enjeux produits. Je trouve que le bouquin, il résume plein de choses, il dit plein de choses. Il est assez théorique, mais franchement, il permet vraiment de mettre les idées en place et c'est vraiment la base du product management actuel, hein, tel Mhm. qu'il existe aujourd'hui. Donc voilà, quelqu'un qui l'aurait pas lu, je le conseille sans problème. Et après, bah écoute, peut-être pour sortir un peu du produit, c'est un truc pareil qui est pas récent, hein, et qui est assez grand public, donc peut-être que plein de tes auditeurs l'auront lu. Mais moi, j'aime bien les travaux de, tu vois, Giancovici sur Ah la oui, partie oui. un peu climatique et la BD qu'il a fait, Le Monde sans fin. Donc, je pense, je trouvais est super cool pour qui veut un peu se mettre dans ces sujets-là de manière un peu vulgarisée. Je trouve que honnêtement, moi, je l'ai trouvé vraiment bien faite. C'est un Voilà. bel objet à avoir dans sa bibliothèque ou à offrir en tout cas. Exactement, ou à offrir, Mm. clairement. Alors après, il y a des choses, bon, il a produit des choses un peu plus pointues hein, que j'avais parcourues aussi, mais ce truc-là est grand public et super bien fait, donc
je le recommande. Carrément. Moi, je sais que ça m'est arrivé de l'offrir aussi à des personnes qui parfois sont sensibles à ces sujets-là, mais en fait, le monde médiatique aujourd'hui, enfin voilà, je veux pas trash talk les médias et autres, mais c'est vrai que parfois l'attention ne permet pas, enfin les sujets sont traités parfois en surface ou des fois tu as des sortes de mauvais amalgames ou raccourcis qui peuvent être faits, et là la BD elle vulgarise super bien. Exactement. Et elle repose bien les bases. Ça va dans le fond des sujets, mais de manière vulgarisée, compréhensible et c'est une BD en fait. Ouais, Pour tous les gens qui aiment pas trop lire, en vrai, c'est quand c'est visuel, c'est exactement. D'ailleurs, alors c'est pas un bouquin et c'est peut-être un peu moins grand public, mais un truc qu'on a systématisé nous chez Give, tu vois, dans notre onboarding, c'est la fresque du climat, tu vois. Donc ça, pareil, je le recommanderais à qui a l'occasion de le faire. Pareil, je le recommande à tout le monde pour un peu comprendre de manière vulgarisée les grands enjeux, replacer les principaux chiffres, les principaux, les principes. Lien de causalité, surtout aussi. Moi, ça m'avait beaucoup aidé là-dessus. Mettre un peu les choses en place. Ça, pareil, pas toujours l'occasion de le faire, mais si c'est le cas, je le recommande 100%. Ouais, ça prend qu'une demi-journée, et franchement, pareil, quand je l'ai fait, j'ai adoré même le format, donc je mettrai le lien, et il y en a un peu partout en France maintenant, donc il y a pas de mal pour en trouver une. Écoute Flo, je te remercie vraiment beaucoup pour tous ces partages. Je suis vraiment content qu'on ait insisté sur tous ces aspects produits, parce que finalement j'ai pas non plus tout le temps la chance d'interviewer des gens qui ont autant d'users, autant d'audience, de chiffres, de transactions, etc. Et je pense que ces aspects-là produits, quand tu scales, finalement, il faut le piloter avec finesse, parce que les petits changements peuvent avoir des gros impacts. Donc merci pour tous ces partages. Merci à toi. Il y a quelqu'un qui t'avait posé une première question au tout début. Je vais quand même lui laisser la main aussi pour la dernière question, parce que ça en dit un peu long aussi sur peut-être toi. Et deuxième question, la plus importante, est-ce que tu viendras un jour faire un vide-grenier avec moi? Et je parle pas en touriste à 11h, je parle à l'ouverture, 6h du mat. Alors, c'est marrant parce que je parlais un peu de complémentarité entre Hakim et moi, mais c'est même un peu dans les personas d'utilisateurs Give, on est aussi assez différents, et effectivement, Hakim, c'est un amoureux de l'objet, on va dire. C'est effectivement la personne qui est capable d'aller faire des vides-greniers à 6h du mat, à 50 bornes de Bordeaux, pendant que les autres dorment ou donnent des biberons, par exemple. Et moi, je suis plus le type minimaliste. Ouais. Justement, qui va se débarrasser de ces objets, qui a effectivement pas un énorme attachement aux objets. Et voilà, moi, je suis du genre à donner, à me débarrasser, et voilà, quand j'ai pas forcément l'utilité de la chose. C'est deux profils assez différents, mais qu'on retrouve chez nous, chez nos utilisateurs. Donc écoute, je vais faire l'effort. Je vais venir en vide-grenier à la rentrée. On va essayer d'organiser ça. Il en va de votre association Tout à fait. Et en plus, je sais qu'il insiste énormément sur le fait qu'il faut y être à 6h. Parce que voilà, à 8h, il n'y a plus rien. Donc donc on va essayer d'y être à 6h. Mais derrière cette question que je trouve évidemment amusante, et qui nous permet en effet de voir que finalement vous êtes complémentaires, encore une fois, il y a un peu ce truc-là à la base vous êtes potes, ça fait 8 ans que vous êtes pote et associé. Comment tu arrives aussi à trouver le moment où tu es avec ton pote et pas que avec ton associé? Est-ce que vous arrivez à avoir ces moments-là ou Oui, bien sûr, on y arrive. Effectivement, on est resté potes, donc tu vois, c'est bon signe sur l'association, effectivement. Et oui, on y arrive parce que voilà, on a une proximité. Qui, enfin, tu vois, nos femmes sont amies aussi. On a un groupe d'amis en commun. Hakim, il est parrain de ma fille. Donc oui, voilà, on a cette proximité qui fait que on trouve nos moments. On arrive. Alors forcément, voilà, il y a le Give, c'est un sujet important pour tous les deux, mais on arrive quand même à couper et forcément à partager d'autres choses. Donc
C'est pas facile, mais là-dessus, en fait, on est pareil tous les deux, donc on y arrive bien. On arrive, on arrive un peu à faire la part des choses et à maintenir notre amitié en parallèle de l'association et du côté business pro, quoi. Trop bien. Qu'est-ce qu'on souhaite à Give pour 2024-2025 là, pour la prochaine année? Bah écoute, on souhaite beaucoup de dons. Tu vois, je t'ai dit, c'est quand même un sujet en ce moment, on travaille dessus. Donc aujourd'hui, on fait entre 500 et 600 000 dons tous les mois, ce qui est déjà. Vous avez le chiffre du nombre de dons à la minute ou par jour? Enfin, je sais pas si c'est à la seconde, mais Écoute, c'est un don toutes les 3 secondes. Voilà, ouais. je sais pas, j'ai pas réactualisé le chiffre dernièrement, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, on a 500-600 000 dons par mois et écoute, voilà. Donc on souhaite plus de dons. Sky is the limit. Donc on aimerait arriver au million de dons prochainement et puis même au-delà. Ça c'est voilà, on continue à travailler la plateforme, à essayer de faire connaître de plus en plus le service. Enfin nous encore une fois notre objectif c'est de devenir un réflexe. Tu vois, les gens ils veulent vendre, bah ils pensent au Bon Coin, Vinted. Bah quand tu veux donner, bah il y a Give. Donc voilà, faut que ça devienne un réflexe dans le quotidien des Français. Et puis voilà, et puis on veut dépoter le B2B aussi. Ouais. Donc plein de clients, une offre sur l'étagère qui scale et voilà, et puis que les deux se nourrissent parce que tu vois, il y a vraiment des liens assez forts entre le C2C et le B2B. Ouais. Donc voilà, écoute, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter sur les mois à venir. Carrément. Et juste avant de te libérer, quand j'ai dit que j'enregistrais avec toi, il y a quelqu'un qui me disait c'est fou que Give ait pas eu une sorte de reconnaissance ou d'aide de l'État plus forte que ça, tellement ils sont d'utilité publique. Je sais que vous faites beaucoup aussi et que vous avez développé. On n'a pas non plus parlé produit sur cet aspect, mais pour les associations, vous avez un petit peu créé des sortes de comptes spécifiques pour les assos, mais tu vois, est-ce que les collectivités, parfois, est-ce qu'il y a aussi ce potentiel-là d'aider les collectivités? Bah écoute, oui, c'est vrai, on nous a souvent dit, bah vous faites un petit peu un travail des encombrants finalement, parce que bah tout ce qui arrive chez nous, bah c'est ça de moins à gérer pour les collectivités. Donc ça c'est une chose. Donc modestement, hein, mais il y a quand même un travail d'une certaine manière de service public derrière, donc qui parle nécessairement aux collectivités. Donc on parle avec des collectivités, on échange avec elles trouvent ça très bien ce qu'on fait. Après voilà, dans la priorisation de nos sujets, on n'a jamais un peu poursuivi dans cette direction jusqu'au point de mettre en place des offres de services, mais bon, pourquoi pas un jour. Et après effectivement l'angle associatif est ultra intéressant parce que un peu dans cette ambition de devenir un peu un carrefour sur le réemploi, l'économie circulaire. Il y a plein d'acteurs, il y a les particuliers, il y a les Français, ça c'est une chose. Il y a les pros avec des gisements aussi d'objets incroyables sur lesquels faut travailler. Et puis il y a l'associatif qui fait un gros boulot aussi sur le sujet. Et puis ça vaut le coup du coup d'allier un peu les forces pour décupler un peu l'impact. Donc effectivement, c'est des choses qu'on regarde voilà, en parallèle du reste. Ok. Voilà. Bon, affaire à suivre pour justement avoir plus d'infos sur Give. Il y a le site web give.com. Il y a donc évidemment l'application, peu importe que vous soyez sur Android ou iOS. Et puis justement, où est-ce que on peut envoyer les gens pour en savoir plus sur toi, Give? Vous êtes aussi actif pas mal sur LinkedIn, classique. Est-ce que vous allez recruter peut-être Écoute, oui, il y aura du recrutement là qui va arriver. On a des besoins côté B2B notamment, et puis on staffe un peu l'équipe. Donc voilà. Donc ça, les offres, elles sont en général, elles sont sur le site. On a un site corpo et puis diffusé sur LinkedIn. Voilà. Ok. Donc les offres sont accessibles pour tout ce qui est product. Quand c'est le cas, bon, actuellement il n'y a pas de besoin, mais moi je les relais aussi sur la communauté. Puis voilà, pour moi me contacter, je pense que LinkedIn c'est un bon canal, et puis sinon mon mail, florian@give.com. Faut pas hésiter, donc avec plaisir. Oui, les gens qui auront écouté 1 heure, Flo, ils peuvent mériter ton mail. On verra ceux qui sont arrivés au bout. Bon, merci Flo pour tous ces partages. Vraiment, je suis trop content qu'on ait enfin pris le temps depuis
tellement d'années que je vous vois évoluer. Félicitations pour tout le chemin parcouru. Encore une fois, je te le dis off micro, mais on aussi. C'est formidable ce que vous faites et je vous souhaite vraiment sincèrement tout le meilleur. Et puis écoute, à très vite. Merci infiniment, plaisir partagé et à très vite Guillaume. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Pour être sûr de ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner avec votre application de podcast préférée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.